trouve ça bizarre, la luminosité est vraiment bizarre. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez, j'espère que vous arrivez à m'entendre. J'espère que... je vois Charlène qui est connectée. Bonjour Charlène. Donc tu reviens quand? Ça va, moi je suis ici. Je nous demande surtout de tout faire pour partager parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont en pleine procédure et qui ne maîtrisent pas les 7 motifs de refus de visa. Le sujet étant très sérieux, je nous demande s'il vous plaît dans nos groupes, là où nous avons des amis, que nous savons avoir fait la procédure, si on peut partager. Partager et partager. Bonjour Géronimo. Partager pour que les amis puissent en profiter. Ça ne nous coûte absolument rien du tout. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes nombreux à être en ligne en ce moment. Donc, partageons dans nos groupes, ainsi de suite. Ou bien tu es pressé? D'accord. Moi, je n'ai rien dit. Bonjour Donald, j'espère que tu vas très bien. Bonjour, je vois Chemer. Mon cher Ajavon, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, connectez-vous, partageons au maximum. C'est très nécessaire. Encore 2 minutes et puis on se lance dans notre sujet du jour. C'est très important qu'on puisse en discuter longuement. Tu disais quelque chose? Tu disais quelque chose? Tu veux pas aller, toi aussi, faire un tour? Salut Léonard, bonne arrivée. C'est une belle ville. Enfin, moi, on m'a dit. Maintenant, je regrette pourquoi je suis passé par là une fois. Maintenant, je regrette pourquoi je suis passé par là une fois. Tu es déjà allé à Dubaï? Non, je parle de moi. J'ai fait escale là une fois. Très beau. Nous ne sommes que 7 en ce moment. J'espère vraiment qu'on va faire mieux, qu'on va partager. Voilà, ça monte un peu. Les amis, partageons. Pour une fois, on va casser les papos de la bonne des manières. Ok. Je pense que je trouve une manière d'écrire le nom sur le certificat. Si quelqu'un sait bien le faire avec une machine ou des trucs de sérigraphe là, ils le font très bien et puis tu encadres.
Ok, c'est pas grave. On va donc commencer sans plus tarder parce qu'on a déjà un retard assez important sur le temps. Aujourd'hui, l'objectif est de discuter des motifs de refus de visa. Il y en a plusieurs. Il y en a 7 au total. Mais le but, c'est de parler du motif le plus, ou plutôt des motifs les plus sérieux, les motifs qui nous concernent le plus. Alors, les 7 sont sérieux, mais quels sont les motifs qui nous concernent ou qui nous parlent le plus? Des motifs que nous devons prendre au sérieux, considérer sincèrement dans notre démarche post-visa. Les motifs pour lesquels il est important de faire le nécessaire. Il est important de passer par certaines choses. Il est important de posséder certaines choses avant de faire sa demande de visa. Déjà, j'aimerais rassurer tous ceux qui nous suivent en ce moment que lorsque vous avez un refus de visa, vous saurez pourquoi. On ne vous colle pas un refus de visa sans vous expliquer la raison pour laquelle le visa vous a été refusé. Donc, bonjour à Godwin qui nous a également rejoint. Lorsque vous avez un refus de visa, on vous dit exactement ce qui se passe. Quelle est la raison pour laquelle on vous a refusé le visa? Le consulat vous l'explique. Est-ce que vous allez toujours comprendre ce motif? Peut-être pas. La plupart du temps, on reçoit un refus de visa et on a du mal à s'expliquer. Surtout quand on colle le motif 4 et 5. Bon, on a du mal à comprendre effectivement, surtout pour le motif 4, qu'est-ce qui a pu être le problème. Donc, dans ce live, on va essayer de décortiquer motif par motif, voir les choses qui peuvent mener à ce qu'on puisse douter de votre dossier, les choses qui peuvent faire en sorte que, voilà, malgré le fait que vous ayez pendant longtemps travaillé pour avoir un très bon dossier, vous finissiez par essuyer un refus de visa. Je disais qu'il y a 7 motifs de refus de visa. Les 7 motifs de refus de visa, vous n'aurez pas à les recevoir totalement. On peut vous refuser un visa pour un seul des 7 motifs. On peut vous refuser un visa pour 2 ou 3 des 7 motifs. Mais rarement, ça dépasse 3. Rarement. Le premier motif de refus de visa parle du document de voyage. Il s'agit du passeport. Vous faites votre demande de visa avec quel passeport? Lorsque je parle du passeport ici, ce n'est pas tant que le passeport n'est pas un passeport qui est correct. D'abord, il y a les passeports falsifiés. Il y a des gens qui falsifient des passeports pour pouvoir faire leur demande de visa. Ce qui, dès qu'on découvre naturellement, on vous refuse le visa parce que le document de voyage n'est pas un document correct. Quand le passeport n'est pas falsifié, il y a des gens qui ne sont pas dans leur propre pays. Vous n'êtes pas togolais, mais vous faites votre demande de visa au Togo. Vous n'êtes pas béninois, mais vous faites votre demande de visa au Bénin. Vous n'êtes pas sénégalais, mais vous vivez au Sénégal et vous voulez faire votre demande de visa au Sénégal. Le passeport ne suffit plus. Il faut un titre de séjour qui accompagne ce passeport, non pas un visa. Vous ne pouvez pas avoir un visa sénégalais et demander un visa français. Vous devez avoir un titre de séjour dans votre pays d'accueil avant de prétendre déposer le passeport pour une demande de visa. Donc, le motif 1 de refus de visa peut être parce que votre passeport est falsifié. Ça peut être parce que le passeport n'est pas accompagné d'un document qui prouve que vous avez la légitimité de vivre dans le pays où vous vivez. Vous êtes venu d'Afrique centrale, vous êtes en Afrique de l'Ouest, vice-versa. Vous devez prouver que vous avez le titre de séjour avant de demander un passeport, plutôt de demander un visa. L'autre chose, c'est quand vous avez un passeport qui est sur le point d'expirer. Il y a quand même une date limite avant que votre demande de visa plutôt ne soit considérée. Vous ne devez pas faire une demande de visa sans avoir avec vous quand même le minimum nécessaire de temps pour le visa qui vous sera accordé.
Donc, le visa long séjour est supérieur à 90 jours. Vous partez plus de 90 jours, vous devez donc avoir un passeport qui est capable de porter ce visa-là pendant son temps de vie. Supposons qu'on vous accorde un visa en septembre et vous savez très bien qu'en avril, votre passeport va expirer. Une fois que votre passeport aura expiré, le visa qui est dans votre passeport va passer où? Si vous renouvelez votre passeport, vous devrez alors avoir le passeport correct et un passeport qui n'est plus à jour, le visa, c'est des choses à éviter. Donc, dès que vous avez une marge donnée qui est minimale à ce qui est exigé, tant qu'on sent que le passeport expire avant la période minimale nécessaire, on vous colle un refus de visa. Le conseil, c'est que votre passeport puisse dépasser 15 mois, supérieur ou égal à 15 mois, à partir de la date de demande de visa. Nous sommes actuellement en mai. Si vous faites votre demande de visa aujourd'hui, c'est pour pouvoir voyager soit en août ou en septembre. À partir d'août jusqu'à expiration, à partir de septembre jusqu'à expiration, combien de mois y a-t-il encore pour la validité de votre passeport? Faites en sorte de vous assurer que dans le créneau de votre voyage jusqu'à expiration, il y ait au moins 15 mois. C'est le conseil, c'est l'idéal. Si ce n'est pas le cas, c'est largement le moment de chercher les moyens pour pouvoir renouveler votre passeport, pour avoir un nouveau passeport qui a encore une longue durée de vie, afin d'éviter toute complication inutile due aux documents de voyage. Il arrive également que votre passeport soit encore à jour, mais vous avez tellement voyagé, vous êtes tellement déplacé dans la sous-région à travers le monde. Il y a beaucoup d'étudiants ou beaucoup de personnes qui ont fait Campus France, qui veulent aller étudier en France, qui ont tellement voyagé que le passeport est saturé. Si votre passeport est saturé, votre passeport, par exemple, n'a plus qu'une seule page vierge, vous vous dites, ok, je vais faire ma demande de visa avec ça, on va vous refuser le visa. Vous devez avoir au moins, au minimum, 2 pages vierges sur lesquelles il est marqué visa. Si il ne reste plus assez de pages, on vous colle un refus de visa pour le motif 1, le document de voyage. Maintenant, j'aimerais éliminer les autres motifs de refus de visa que je juge ne pas être assez pertinents pour les étudiants de certains pays d'Afrique. Je considère le Togo, le Sénégal, ainsi de suite. Mais pas seulement pour eux. Lorsque vous faites votre demande de visa, il y a des motifs, en fait, que moi je considère comme étant pas très sérieux ou qui ne nous concernent pas vraiment. Je vais prendre le motif 3. Le motif 3, on dit, vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. C'est un peu comme si vous finissez votre parcours sur Campus France, l'accord préalable d'inscription qu'on vous délivre, qui est la preuve que vous avez fait Campus France, que vous avez été admis et que votre admission a été validée par votre espace Campus France, le document de preuve qui vous est donné gratuitement sur le site, vous partez faire la demande de visa sans ajouter ça. Je considère que ce n'est pas sérieux comme motif de refus de visa. Parce que j'espère que chacun ait la présence d'esprit de ne pas aller faire sa demande de visa sans la preuve de son admission. Que vous ayez fait école privée, que vous ayez fait une école publique, que vous partiez pour une formation professionnelle, tant que vous êtes inscrit dans une école qui vous a accepté, vous devez aller sur le site de Campus France et faire la procédure « Je suis accepté ». À la fin de cette procédure, on vous délivre un accord préalable d'inscription. Ce document ne doit pas être absent de la demande de visa. Sinon, qu'est-ce qui justifie, selon vous, que vous ayez fait une procédure Campus France? Donc, si vous oubliez le document, c'est clair que vous aurez un refus de visa motif 3. Mais j'espère que nous soyons assez grands pour ne pas oublier un document aussi capital, d'autant plus qu'il est gratuit et qu'on a payé toute une procédure pour l'avoir. C'est pourquoi je ne considère pas ou je ne m'attarde pas sur le motif 3 qui concerne votre accord préalable d'inscription. Je prends le motif 6. Le motif 6 déclare que vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Alors, est-ce que vous y êtes déjà allé avant qu'on ne vous interdise le retour?
Donc, pour la plupart de ceux qui font la procédure Campus France, qui ne sont jamais allés en France, le motif 6 est simplement, ne vous concerne simplement pas. Parce qu'il s'agit de ceux qui sont déjà allés en France au moins une fois, qui ont posé un acte que l'État français a jugé d'acte criminel ou un fait qui est criminel, quelque chose qui n'est pas tolérable, et on vous a expulsé par exemple. On vous a expulsé en vous disant peut-être pendant 5 ans, vous ne devez plus remettre pied en France. Là, vous n'aurez pas un visa, c'est clair. Il y a ceux qui vont en France et puis ils maltraitent les animaux. C'est vrai que dans nos pays d'Afrique, on a l'habitude de courir après les chiens. Vous voyez un pauvre chien qui passe, vous soulevez les cailloux pour le massacrer. Dans nos pays d'Afrique, ça passe, les gens en rient. Parce que nous n'avons pas encore cette culture de protection de l'espèce animale. Nous n'avons pas ce souci de l'animal et on s'en fout un peu, ce qui n'est pas correct. Certains même en mangent. Vous voyez, il y a des tribus en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, où on mange les animaux, on mange les chiens. Donc quand vous arrivez en France, vous vous dites naturellement, le chien n'est qu'un animal, le chat n'est qu'un animal, les pigeons que vous voyez dans des parcs, et pour commencer à leur jeter des cailloux, vous décidez de jeter des pierres sur des chiens ou alors vous maltraitez. Dès que vous posez un acte de ce genre, quand on vous arrête, si j'ai connu quelqu'un comme ça, il y a très longtemps, il y a de cela peut-être 10-12 ans, qui était expulsé de France pour avoir pondu un chien. Pour que quelqu'un ait l'idée de pendre un chien, lui mettre la corde au cou et le suspendre pour qu'il meure, moi je suis même d'avis pour qu'on vous expulse du pays d'où vous venez. Mais ce n'est pas la France. Vous voyez que ce n'est pas correct. Donc si vous ne faites pas l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le sol français comme motif de refus de visa, celui-ci ne vous concerne pas. Je prends le motif 7, qui est le tout dernier. On dit vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Qu'est-ce que cela veut dire? On soupçonne que vous êtes proche d'un groupe terroriste, d'un gang, ou que vous menez des activités ou bien votre personnalité, vos activités sont telles qu'arriver en France, vous représentez un danger. Naturellement, vous n'aurez pas le visa. Bon, en réalité, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays du monde desquels vous venez et naturellement, on vous colle une étiquette, une suspicion qui ne vous arrange pas. Vrai ou faux, il y a des pays d'Afrique qui subissent, où les étudiants subissent ce genre de préjugés par rapport à Campus France. Mais bon, dans la plupart des pays d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, c'est un peu limité quand même. Mais toujours est-il que si vous militez dans un groupe qui est connu pour être radical, qui est connu pour ses idées qui peuvent ne pas être appréciées de tout le monde, lorsque vous irez pour votre demande de visa, vous aurez un refus. Alors, je vois ici, hello, can I ask my question in English? Yes, dear, you may ask your question. There is no problem. Donc, il n'y a aucun problème aujourd'hui à ce que votre visa soit refusé si vous n'avez aucun problème, vous n'êtes pas un gangster, vous n'êtes pas un terroriste, vous ne manifestez rien de ce genre-là. Il n'y a aucune raison pour que vous ayez un refus de visa pour le motif 7. Je vais répondre à cette question par écrit, si possible. Excusez-moi, yes. Okay. On est d'accord? Donc, on considère que le motif 3, le motif 6 et le motif 7 sont des motifs qu'on peut très facilement éviter sans faire beaucoup d'efforts. Tant qu'on n'est pas proche d'un terroriste ou d'un gang, tant qu'on n'est pas, on n'a pas été en France pour être expulsé, tant qu'on n'a pas oublié son accord préalable d'inscription, les 3 motifs sont déjà mis de côté. On a parlé du motif 1 qui est le motif concernant le document de voyage. On dit, le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Vous n'êtes pas togolais, mais vous voulez aller en France, alors vous décidez de falsifier un passeport togolais
simplement parce que vous avez envie d'aller en France. Si on le découvre, vous n'irez pas. Et quand on parle de documents faux ou falsifiés, cela agit également sur le motif 4. Si votre diplôme et tout le reste sont falsifiés quand on le découvre, puisque parfois on mène des enquêtes, et même très souvent, on le découvre, vous n'irez pas. Vous aurez un refus de visa. Cela peut être suivi d'une interdiction de redemander un visa. Vous falsifiez des documents pour demander un visa et on vous attrape, on peut vous interdire pour une période donnée de ne plus demander un visa. Et tous les consulats auront cette liste de personnes comme les interdits de vol. Vous aussi, vous serez sur une liste de personnes interdites de demander un visa français. Maintenant, on va prendre les 3 motifs de refus de visa les plus distribués. Les 3 motifs de refus de visa les plus, comment dire, ceux dans lesquels on peut très facilement tomber. Je le dis parce que je considère également que le motif du passeport, la plupart des gens, c'est quand ils ont fait la procédure Campus France et qu'une école les a acceptés, qu'ils font leur demande de passeport pour l'avoir en 2 semaines, 3 semaines. Ce qui fait que la plupart des étudiants qu'on accompagne ont toujours des passeports à jour. Ce n'est pas tant un problème. Ça n'a presque jamais été un souci. Depuis que je suis chez Crous et maintenant AVI Center, je n'ai pas encore rencontré un étudiant dont le passeport pose problème. Je n'ai pas encore rencontré un étudiant qui a oublié son accord préalable à la maison. Maintenant, les motifs de refus de visa qui sont les plus fréquents, ceux qui demandent que vous soyez vraiment méticuleux dans votre démarche, sont les 3 que je m'en vais aborder. Et c'est vraiment pour eux que cette séance a été organisée. C'est pourquoi c'est très important, si vous avez encore des amis que vous pouvez inviter, de les inviter pour qu'on en parle. Et chaque vendredi à 16h, à 15h30, excusez-moi, dans nos locaux ici, à Agoué, à Lomé, on en parle en long et en large. Je vais finir avec le motif 2. Je commence par le motif 4. Le motif 4 dit que vous n'avez pas, excusez-moi, il existe des éléments suffisamment probants. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. Cela veut dire que c'est sur la base de votre projet d'études que vous faites votre demande de visa. Quand vous avez le motif 4 comme motif de refus de visa, cela veut dire que votre projet d'études a été rejeté. Je vois 2 questions que je vais m'empresser de lire pour voir s'il faut y répondre maintenant ou s'il faut continuer. Alexia dit, concernant le garant financier, si par exemple le salaire du garant ne vaut pas 615 €, mais il a une clinique et des parcelles, est-ce qu'il peut être le seul garant? Merci. D'accord. Quand je serai au niveau du motif 2, je vais aborder cette question de garant. C'est l'un des motifs de refus de visa. Donc, arrivé au motif 2, on va en parler de manière détaillée pour qu'on comprenne les subtilités de la question des garants. Now, je vois la question de, excusez-moi, Adesida Princess qui dit « After opening a bank account in France, les cœurs m'empêchent de voir. Can I withdraw any amount or am I just limited to withdraw 6 and 15 euros? OK. Est-ce que si je décide de créer mon compte bloqué en France, je peux retirer n'importe quel montant? Est-ce que je peux aller à la banque, retirer 800 € le mois, 900 € le mois, 1 million, ou est-ce que je suis limité aux 615 €? Ma question d'abord envers Princesse, est-ce que lorsque je parle en français, vous arrivez à me comprendre pour que je puisse trouver une manière d'alterner entre le français et l'anglais pour que vous compreniez? Can you get me please when I'm trying to explain in French, or do you need that I will try to get to go into English for some of this point I have to go through today so that you will understand what I'm saying? I'm talking to Princess Anu Oluyede Adesida because your question is in English. So can I answer in French or do you want the answer in English? And the point you are asking the question about is the last I'm going to go through today. So it may take a little time. If you can please remain with us so that at that time we'll be talking about it. But if you don't get French, I will try to go with the 2 languages, both French and English. Thank you.
Donc, je disais que je prends le motif numéro 4. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que à celles pour lesquelles vous demandez le visa. Vous demandez le visa pour aller étudier, mais nous avons des éléments qui nous prouvent que vous allez en France pour autre chose que pour étudier. C'est pourquoi c'est très important de comprendre certaines choses. Cela veut dire qu'on peut soupçonner que vous avez juste envie de fuir le pays. On remarque dans vos dossiers, dans vos manières, que vous avez tous simplement l'envie de quitter le pays. Vous savez que ça ne marche pas, comme on le dit, chez nous ça ne va pas, ici rien ne marche, je vais aller m'essayer ailleurs. Dès qu'on a cette impression, refus de visa, motif 4. Cela veut dire qu'on a l'impression que c'est parce que vous avez de la famille là-bas, vous voulez simplement rejoindre votre famille. Vous avez un oncle, vous avez une tante, votre papa est là-bas, il veut que vous puissiez le rejoindre. En fait, ce n'est qu'un regroupement familial, mais comme la procédure exacte pour vous regrouper n'est pas très facile, on te dit, ok, fais Campus France pour venir. Et le consulat n'est pas dupe. Il sait qu'il y a des choses comme ça. Donc, il fait tout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Lorsque vous faites votre demande de visa et que vous partez à l'entretien Campus France, vous ne répondez pas bien, c'est ce qui arrive. Je n'ai toujours pas de réponse de la part de Princesse pour savoir est-ce que j'y vais en français ou en anglais. Please. Can you get me? Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Oh, you need the answer. Ah, ok. Voilà. Donc, on continue. Je disais que vous avez fait un projet d'étude. Si vous demandez les étapes de la procédure Campus France, avant de créer votre compte, on vous dit d'abord de définir votre projet d'étude et votre projet professionnel. Pourquoi? Parce que vous devez être en mesure, dans vos lettres de motivation, dans les réponses à vos questions pendant l'entretien pédagogique à Campus France, vous devez être en mesure de prouver que vous savez exactement quelle est la filière pour laquelle vous partez étudier. Vous allez en France pour étudier quelle filière? Pourquoi le choix de cette filière? Est-ce que vous avez une idée des compétences que vous aurez à la fin de cette formation? Est-ce que vous connaissez quand même les débouchés de cette formation? Ensuite, parmi ces débouchés, est-ce que vous savez quel métier, quel travail vous souhaitez exercer? Est-ce que vous maîtrisez les prérequis pour ce travail-là? Est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous n'êtes pas seulement en train de faire ce que tout le monde fait lorsque le moment arrive de s'inscrire à l'université? Tout le monde va à la FASEG. Alors, nous aussi, on veut aller à la FASEG. Tout le monde va à la faculté de droit. Alors, moi aussi, je m'inscris à la faculté de droit. Bon, écoutez, moi, je n'aime pas les mathématiques, donc je vais aller faire langue. Est-ce que vous avez choisi en connaissance de cause? Vous devez être en mesure de comprendre. C'est pourquoi le fait de faire copier-coller pour des lettres de motivation est une grave erreur. Parce que toutes les filières n'exigent pas de vous les mêmes qualités. Vous verrez un étudiant ou bien 10 étudiants envoyer une lettre de motivation pour des filières différentes, mais les formules de fin sont pareilles. Étant quelqu'un de motivé, de passionné ou de quelqu'un de calme, je suis sociable, est-ce que la filière que vous avez choisie, le travail que vous souhaitez faire, exige de vous que vous soyez sociable? Moi, je pense qu'un bon comptable, même s'il est associable, il n'y a pas de problème. Tant qu'il sait gérer l'argent. Je suis quelqu'un de gentil. Un comptable qui est gentil, mais c'est fini. Est-ce que les valeurs que vous mettez dans votre lettre de motivation expriment le métier que vous avez choisi? Il faut qu'on prenne connaissance du fait que le projet d'étude va au-delà du fait de savoir licence, master, doctorat dans telle filière. Ça va au-delà de ça. Le projet professionnel va au-delà du fait de savoir que lorsque j'ai une licence en communication, je dois travailler comme responsable communication. C'est le défaut
des procédures Campus France. Tout le monde se dit, si je fais une licence en droit, puis un master en droit, je dois finir juriste d'entreprise. Est-ce qu'il n'y a que ça comme débouché pour votre filière? Pourquoi avoir choisi cette filière? Est-ce que vous voulez faire la licence, puis le master, puis le doctorat avant de travailler? Est-ce que vous souhaitez faire une licence professionnelle? Si oui, pourquoi? Voulez-vous aller jusqu'au master? Si oui, pourquoi? Voulez-vous travailler et comment? Vous devez être en mesure de parler de ça. Vous devez savoir que je vais faire un travail de laboratoire. Je fais biologie, physiologie animale. Je vais poursuivre peut-être en master biologie médicale, je dis n'importe quoi. Mais c'est pour finir quelque part avec des patients. Il faut être dans un laboratoire. Si vous n'êtes pas quelqu'un de rigoureux, vous n'êtes pas méticuleux, vous ne savez pas être concentré au travail, vous allez tuer des gens. Vous allez fausser des tests. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous allez faire une licence en communication et que vous souhaitez, à la fin de votre licence en communication, exercer un travail, par exemple, de responsable communication, vous devez être capable de parler aux gens. Vous devez avoir le contact facile. Vous devez avoir une capacité à travailler en équipe parce que souvent, vous avez un groupe de commerciaux, de communicateurs que vous gérez. Vous devez avoir la capacité de parler en public parce que vous devez vendre à des clients. Vous devez être quelqu'un de convaincant. Ainsi, les valeurs que vous mettez dans votre dossier, les valeurs que vous mettez dans votre plan d'études, quand vous faites votre demande de visa, il y a ce qu'on appelle la lettre de motivation ou le plan d'études, doivent exactement convaincre sur le fait que vous savez que vous partez pour études. Ce n'est pas juste une demande au hasard. Ce n'est pas juste du suivisme. C'est pourquoi c'est important de s'informer à chaque étape de la procédure pour ne pas écrire des choses que les autres ont écrites. Parce qu'il a dit qu'il est gentil, bienveillant, ouvert. Moi aussi, j'écris je suis gentil, bienveillant, ouvert parce que ça sonne bien. Vous n'allez pas faire la même filière, vous n'allez pas faire le même travail, vous n'aurez pas les mêmes exigences. You must be able to tell the people that are questioning you when you go for the interview exactly what you want to do. Do you want to stop after your first degree? Do you want to go for masters? Do you want to go for a PhD? Now, what do you want to do after you are done with the school? Which job are you choosing? According to your degree, there are many jobs you can go into. Why did you choose that specific job? And after that one, do you know exactly the requirement of that job? And do you possess what is required to do the job you have chosen? That is the main subject. So when you are not able to prove it, first of all, they will not say, we think you just want to go or to go to Paris or go to France simply because you want to leave your country or you want to join your family. Dès qu'il y a cette suspicion, vous êtes foutu. Maintenant, c'est souvent pendant l'entretien pédagogique Campus France que cela se décide parce que chacun a son dossier. Chacun a son dossier. Quand vous arrivez, ce n'est pas seulement votre lettre de motivation qu'on évalue. On regarde votre âge par rapport à la filière que vous choisissez, par rapport au niveau d'études. Vous avez 25 ans, vous vous inscrivez en première année, alors que normalement, c'est ceux qui ont 16-17 ans qui s'inscrivent en première année. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'à 25 ans ou à plus de 25 ans, vous voulez refaire une première année? Pourquoi? Vous devez défendre ça. Vous quittez une filière littéraire pour une filière scientifique. Vous avez eu à faire, peut-être à l'université, l'anglais. Maintenant, vous faites Campus France pour faire droit. Vous avez eu à faire mathématiques. Maintenant, vous souhaitez faire une filière de langue. Qu'est-ce qui justifie ce revirement? Qu'est-ce qui justifie cette réorientation? Vous devez être capable, vous devez être en mesure de justifier. Ce n'est pas que les conseillers Campus France veulent que vous fassiez ceci ou cela. Ce qu'ils veulent, c'est que vous sachiez ce que vous faites et que vous soyez en mesure de le défendre. Vous devez dire, malgré mon âge, je choisis cette filière parce que, et être convaincant. Vous devez dire, je change de filière parce que, et être convaincant. Donc, quand vous êtes parti à l'entretien Campus France, c'est ce qu'eux, ils vérifiaient. Est-ce que vous savez ce que vous faites? À d'autres personnes, on demande quel est votre projet d'études. Ils donnent une réponse.
Quand on leur demande quel est votre projet professionnel, ils donnent une réponse. Après, on leur demande après, vous partez en France pour faire quoi? C'est une autre réponse. Alors que, quel est votre projet d'études? Que partez-vous faire en France? Quel diplôme visez-vous? C'est la même question. Que comptez-vous faire après vos études? Quel est votre projet professionnel? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel débouché? En fait, c'est la même question. Quel travail visez-vous? Quel est votre projet professionnel? Que comptez-vous faire après vos études? C'est pourquoi quand on me demande à moi quel est ton projet d'études, je dois pouvoir dire j'ai pour programme ou j'ai pour plan, moi mon objectif personnel, c'est de faire une licence puis un master en communication d'entreprise parce que je veux exercer un travail qui est transversal entre les entreprises privées et les organismes étatiques. Je veux apprendre la communication, la manière de communiquer inter-entreprise. Je le dis ainsi. Je veux donc faire une licence, mais pas une licence professionnelle, je vais aller jusqu'au master. Pourquoi? Parce que j'estime que si je m'arrête en licence, je n'aurai pas la promotion ou je ne serai pas de la hiérarchie au poste que je veux. La licence est trop faible, je veux un master. Je veux aller jusqu'au doctorat parce que je veux faire de la recherche. Je dois pouvoir expliquer ça d'abord. Et tout cela parce que je veux faire tel travail. En fait, le projet d'études est intimement lié au projet professionnel. Quand on me demande quel est mon projet professionnel, je dois pouvoir dire je veux faire tel travail de telle manière, dans telles conditions. C'est pourquoi je décide de faire telle étude, telle étude, telle étude. J'aimerais vous expliquer une autre chose. Celui qui fait communication et celui qui fait marketing peuvent suivre deux filières différentes. Licence en communication, licence en marketing et stratégie. Mais vous pouvez tous les deux vous retrouver en master de communication marketing. Quelqu'un peut faire une licence en transport logistique, quelqu'un d'autre fait une licence en logistique et transit. Vous vous retrouvez tous en master transport, logistique et transit. Il est clair que vous aurez le même master, mais parce que vous n'avez pas eu le même parcours licence, il y a des compétences que l'un d'entre vous aura, que l'autre n'aura pas. Il y a un qui maîtrise le domaine de transit, il y a l'autre qui maîtrise le domaine de la logistique, mais vous avez le même master. Ainsi, si vous devez faire, vous voulez avoir une licence transport logistique, puis un master transport logistique, vous devez savoir quel est le programme. Parce qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Je choisis lequel des chemins, je dois savoir pourquoi. Pour avoir quelles compétences, quel diplôme, quelle capacité. Donc, quand vous partez pour l'entretien Campus France et quand vous bombardez des questions, c'est ce qu'on veut vérifier. Est-ce que vous maîtrisez votre projet d'études? Est-ce que vous maîtrisez votre projet professionnel? Et lorsque vous ne maîtrisez pas cela et que c'est visible que vous ne maîtrisez pas, naturellement, on vous colle un refus de visa motif 4. Maintenant, il y a des gens qui, pendant l'entretien, ont un dossier ou bien répondent bien aux questions. Mais quand on regarde leurs documents, ils ont eu un diplôme, leur baccalauréat, il y a plus de 3 ans. Ils n'ont rien fait. Entre-temps, c'est maintenant qu'ils décident d'aller faire leur première année en France. Il s'est passé quoi pendant les 3 ans? Pourquoi ce vide? Ils ne peuvent pas justifier. Il y a des gens, ils ont eu une licence, ils ont travaillé, ils veulent se relancer. Quand on leur demande pourquoi, ils n'arrivent pas. D'autres, c'est l'âge. Certains, on remarque que les notes de l'école, vous n'avez pas des résultats qui permettent de dire que vous méritez d'aller en France. Même si l'école vous accepte et que le consulat vérifie, il se dira non. Cette personne ne mérite pas. Parce que l'école, parfois, quand vous finissez l'entretien Campus France, le conseiller pédagogique qui vous a reçu va émettre un avis. Il va faire un rapport pour dire j'ai aujourd'hui reçu M. Dorinel Okonzo, l'entretien de temps, voilà, apporté telle question. Je considère qu'il ne mérite pas d'aller en France parce que. C'est un avis qui est défavorable. Ce rapport est ensuite envoyé au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, le SCAC. Quand votre dossier arrive au SCAC, le SCAC étudie à nouveau votre dossier. Ensuite, il regarde l'avis du conseiller. Si l'avis était favorable, naturellement, la plupart du temps, à 75% des cas, on donne un avis favorable. Si l'avis du conseiller est défavorable, à 75% des cas en tout cas, vous aurez un avis défavorable. Et l'avis SCAC est considéré avant de vous accorder le visa. Avant tout, c'est eux qui vous ont reçu. C'est eux qui vous ont interviewé. S'ils estiment
que la personne qu'ils ont reçue n'a pas un bon profil pour avoir le visa, est-ce que le consul ou la consul va décider de prendre le risque de vous accorder le visa de peur qu'arrivé en France, vous partiez faire autre chose? Non. Donc vous devez comprendre quand même que vous partez pour demander un visa pour un pays qui est assez développé pour savoir exactement qui est venu, quand, pour faire quoi, il est où en ce moment. Donc vous devez prendre vos précautions. Ça, c'est le côté projet d'études. Vous allez voir que le motif 4 ne dépend pas seulement du projet d'études. Si vous partez en France et qu'on là on arrive au motif 5, le motif 5 dit « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. » Vous donnez une lettre d'hébergement, vous dites « Quelqu'un m'héberge en France, il n'y a pas ses pièces d'identité, il n'y a rien qui prouve son existence là-bas, c'est juste un document d'hébergement, refus de visa. » Parfois, ce n'est pas fiable. La personne qui dit vous accueillir n'a pas les conditions, les moyens ou l'habilité de vous recevoir. Refus de visa. Ou alors, vous avez signé un contrat de logement avec un propriétaire, un particulier. Le particulier n'a pas la légitimité de louer une maison. Nous avons vu, il y a de cela quelques temps, un étudiant qui avait fait sa demande de visa avec un contrat de logement dûment signé. Il a payé le loueur. Non seulement le loueur ne voulait pas de virement, le loueur voulait qu'on le paye en liquide pour éviter le fisc et tout le reste, mais en plus, la pièce d'identité du loueur avait expiré depuis 2004. Entre nous soit dit, vous m'apportez pour votre demande de visa un document d'hébergement signé par un monsieur dont la pièce d'identité a expiré depuis 2004. Je ne suis pas fou pour décider de vous accorder un visa. Donc, le motif 5 de refus de visa, c'est le logement. Il y a une autre question qui se pose. Si vous partez vraiment pour études, pourquoi n'avez-vous pas un logement sérieux? C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, vous avez les motifs 4 et 5. Parce que le manque de fiabilité de votre dossier de logement, de vos justificatifs de logement, permettent de douter ou emmènent le consulat à douter du fait que vous partez pour les études. C'est pourquoi ils regardent votre dossier de logement et se posent la question. Si vous partez en France pour étudier, comment se fait-il que vous ne prenez pas au sérieux le lieu où vous allez loger? Un étudiant doit avoir un lieu où il vit. Le matin, tu vas à l'école, mais le soir, tu dois aller dans une maison. Il faut dormir quelque part. Il faut être à l'abri. Vos cahiers, vos documents, vos vêtements doivent être à l'abri. Pour que vous puissiez étudier sérieusement, vous devez vivre dans un endroit qui vous accorde quand même un minimum de confort. Si vous partez pour études, comment cela se fait que vous ne vous intéressez pas ou ne vous intéressez que très peu à la question du logement au point de fournir des justificatifs qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas complets ou qui ne sont pas sérieux? C'est une question que moi, je pose souvent. Et je me dis naturellement, si moi je me pose la question, à combien plus forte raison le consulat qui accorde le visa se posera la question. Pour notre amie princesse, qui est toujours en ligne avec nous, j'aimerais juste résumer que the fifth reason why you may have a refusal of visa is that you have to prove your accommodation in France before you even leave your country. As you are asking for a visa, they are interested in the fact of knowing where are you going to live after you have landed in France. Though they can give you a visa, there is no problem. They grant you a visa, you will go to France and you will get in a nation where even the weather is not fair. You get there because you say you want to go and study. But when you get there, the temperature, the weather is not the same that the one in your own country. The heat is not the same. The cold time is not the same. You will go through winter, you will go to autumn before you come. You know, you have to prove that you have a house, you have a place to live and to be secured. And if that one is not enough, if the documents you have brought are not enough to make them believe that you have a place, a safe place, that is close enough to your school place to go and live in, they will say, first of all,
we refuse because you have no safe place to live. But also, if you are going to study, if you are going for studies, how is it that you don't take serious the house you are going to live in? So if you have not taken this case seriously, it is simply because you are going for other reasons, not for studies. So they will refuse to grant you a visa. And they will say the visa is refused for the reasons 4 and 5. Number 1, you are not going for studies. Number 2, you don't have a safe place or a secured place you are going to live in. Maintenant, un logement fiable, c'est aussi un logement qui est à bonne distance de l'école. Vous devez aller à l'école le matin, rentrer le soir. S'il vous faut 4 heures pour aller, 4 heures pour revenir, vous avez passé 8 heures dans les transports. Combien de temps passez-vous à l'école? Maintenant, si vous êtes à l'école de 8 heures à 17 heures, calculez le temps. Vous dormez quand? Vous étudiez quand? Vous travaillez vos devoirs de maison quand? Vous faites vos recherches quand? De toutes les façons, quelqu'un qui fait 4 heures de route doit être fatigué. Pour ceux qui sont au Togo, Lomé-Kara, c'est 5 heures. À peu près. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de faire Lomé-Kara chaque jour pour aller étudier? Quand vous quittez Lomé pour aller à Aného, vous faites moins d'1 heure en voiture. C'est pour dire que ceux qui disent mon logement est à 30 minutes, 45 minutes, ça paraît petit, mais la distance est très longue. Donc, parfois, c'est parce que les circuits, la ligne de métro que vous prenez, suit un circuit qui est lent. Ça contourne quelque chose, ou en tout cas, je ne vais pas m'aventurer sur des trucs topographiques que je ne maîtrise pas. Toujours est-il que si la distance est trop grande, vous ne serez pas en mesure d'avoir l'énergie nécessaire pour aller à l'école chaque jour, pour rentrer à la maison chaque jour, travailler, faire des recherches, étudier. On ne peut pas croire cela. C'est pourquoi le consulat limite la distance maximale à 1 heure. Vous devez être à au plus 50 km, en tout cas idéalement au plus 50 km de votre logement, de votre établissement. Maintenant, demandons-nous, pour ceux qui sont au Togo, Aného est à combien de kilomètres de Lomé? Palimé est à combien de kilomètres de Lomé? Thévié, non pas Thévié. Noté, vous allez voir qu'en fait, quand on parle de 50 km, c'est une ville à une autre. C'est quasiment l'équivalent d'un voyage. Donc, chaque jour, faire 50 allées, 50 retours, ça fait 100 km de voyage. 100 km par jour pour aller étudier. Pendant le temps que vous passez ensuite, vous devez passer 100 km assis dans un bus ou dans un métro. Ensuite, vous passez des heures assis dans une salle de classe. Il y a un problème. C'est des choses que l'étudiant doit quand même envisager, des choses auxquelles il faut penser. Votre logement doit être prouvé de manière fiable. Si quelqu'un doit vous héberger, assurez-vous que la personne a les conditions nécessaires, l'espace nécessaire, les moyens nécessaires et le droit de vous héberger. De toutes les façons, la facture d'eau et d'électricité va augmenter. Est-ce qu'elle peut gérer? Vous allez vivre chez elle à la maison. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour ça? Y a-t-il assez d'espace pour que vous puissiez vivre décemment? Parce qu'on ne va pas tolérer que vous ayez vivre chez votre ami, vous dormez sur le canapé, lui sur le lit, un autre sur le carreau. Vous partez pour étudier, ça doit être sérieux. C'est en fait cette psychologie, cette logique que vous devez avoir quand vous cherchez votre logement. Vous voulez prouver que le logement est fiable, le logement est raisonnable. Le coût du logement également doit vous intéresser. Votre AVI, votre caution bancaire, c'est 615 €. Si votre logement coûte 600 €, vous mangez comment? Vous vous déplacez comment? Vous achetez vos papiers hygiéniques et d'autres besoins comment? Parce qu'il y a des besoins minimes, des besoins que vous avez, que vous devez satisfaire chaque mois. Vous le faites comment? Le coût, le type, la distance, l'espace. Vous devez vous assurer que tout joue en votre faveur avant de partir prouver. Assurez-vous que votre logeur a des documents qui sont sérieux. Si vous signez un contrat chez un particulier, il faut que la personne vous envoie sa pièce d'identité. Il
faut que la personne vous envoie des documents quand même qui sont assez fiables, qui sont raisonnables. Son adresse, son mail, son numéro de téléphone, ses pièces d'identité, pour que vous sachiez que c'est quelque chose de raisonnable. Il y a quelqu'un que vous pouvez appeler. Parfois, il faut même appeler le loueur. Vous devez faire des appels vidéo pour voir la personne avant de partir. C'est pourquoi beaucoup choisissent des agences privées pour pouvoir chercher leur logement. Comme ça, ils sont sûrs que l'agence engage sa responsabilité sur cette question. Si j'arrive et qu'il y a un problème, je peux appeler l'agence et dire « Ah, j'ai des soucis, c'est vous qui m'avez trouvé un logement, réglez ça. » Et l'agence a intérêt à régler ça. Mais si vous avez cherché vous-même, sans prendre des précautions, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc, le logement est un motif de refus de visa sérieux. Et souvent, il met le doute sur votre projet d'études. C'est pourquoi ceux qui ont réussi à avoir un logement CROUS, C-R-O-U-S, à ce moment-là, on se dit que vous partez pour études parce que pour loger dans une résidence du CROUS, vous devez être étudiant. Vous ne pouvez pas avoir un logement CROUS et vous n'êtes pas étudiant. Donc, si vous allez loger dans une résidence CROUS, ça veut dire que vous partez pour études. C'est pourquoi je vous encourage à faire des demandes de logement au CROUS. Je vous encourage sincèrement. Je vois deux autres questions de Alexia qui dit « Monsieur, désolé, entre-temps, ma connexion faisait défaut. Est-ce que vous avez répondu à ma question ?» Non, Alexia, je n'y ai pas encore répondu. D'ailleurs, j'y arrive en ce moment. J'ai fini le logement et le projet d'études. On va parler des garanties financières et de la caution bancaire. J'ai une autre question. Excusez-moi, je vais ouvrir ça ici pour bien voir les notifications, pour être sûr de ne pas passer à côté des questions que vous posez. Voilà. J'ai Kindle Roy qui disait « Quel est le montant maximum d'un logement pour quelqu'un qui a une AVI de 615 € par mois ?» Ça, c'est une très belle question. Le montant maximum. Comme on est sur la question, je vais répondre en même temps. Il faut savoir que dernièrement, on était en ligne avec Dominique, notre étudiant qui est en France. On a eu également d'autres étudiants qui nous ont répondu à travers beaucoup de messages. On l'avait fait lors du live dernier. Le déplacement en France, quand vous avez réussi à faire votre enregistrement et avoir votre numéro de sécurité sociale avec la mairie et tout le reste, vous pouvez dépenser entre 30 à 40 € par mois pour le déplacement. D'après ce qui m'a été rapporté par mes étudiants, je préfère donner ces chiffres qui sont basés sur des expériences que des chiffres, des chiffres estimatifs. Lorsque vous dépensez dans les 30-40 € pour votre déplacement et que vous devez manger, il vous faut parfois acheter un livre, un document, parfois acheter un accès à un cours en ligne, acheter un livre en ligne, acheter un logiciel. Vous devez quand même considérer que la marge qui vous reste après avoir payé le logement doit être importante. C'est pourquoi le conseil est que vous ayez un logement au maximum à 400 €. Maximum. Déjà, les logements, les prix varient entre 150 € jusqu'à plus de 1000 €. Ça dépend de vous, votre choix, de vos moyens. Mais idéalement, dans les villes de France où vous serez accepté, à cause de l'affluence, à cause du niveau de la ville et tout, souvent le minimum c'est 250 € au minimum. Mais c'est un peu rare de trouver ça. Ça tourne autour de 300 et 450 € la plupart des logements que vous allez trouver. 320, 350, 380, 400, 420, 450, ainsi de suite, jusqu'en allant. Bon, à Paris, les logements sont plus chers. Les logements à Paris commencent même à 450 € jusqu'en allant. Paris, c'est autre chose. Mais je considère les villes autres que Paris d'abord. Vous devez donc tout faire pour avoir un logement dont le montant varie entre 300 et 400 €. Comme ça, vous avez un reste. Je parle de ceux qui ont 615 € d'AVI. Vous avez un reste nécessaire pour vivre décemment. 300 à 400 €. 320, 330, 350, ainsi de suite. Mais évitez un logement qui coûte plus de 400 €. C'est pourquoi vous devez commencer dès maintenant à chercher votre logement. À partir du mois de juin, déjà après le 15 juin, tout le monde aurait validé son choix. Tout le monde aurait fini sa procédure études en France. Tout le monde commence à chercher son logement. Si vous êtes des milliers par pays à chercher le logement,
Le rapport 2020 de Campus France dit qu'il y avait plus de 350 000 étudiants qui sont allés en France. Combien êtes-vous seulement dans votre ville? 10 000, 20 000, 30 000 à chercher des logements dans la même ville? Quelles sont les chances que vous trouviez un logement d'abord? Et si vous en trouvez, quelles sont les chances qu'à ce moment-là, vous en trouviez à un prix raisonnable? C'est pourquoi vous devez vous y prendre à temps pour le logement. Commencez dès maintenant. Si vous avez été accepté dans plusieurs villes, faites un effort, renseignez-vous sur les villes où les logements sont les moins chers. Décidez que ce soit cette ville-là qui soit votre destination. Ne choisissez pas les villes parce que le nom ou l'équipe de football vous parle. Entre Besançon et Lille, vous dites « je connais l'équipe de football de Lille » ou l'équipe de football de Lyon. Je connais l'équipe de football de Marseille, alors je vais à Marseille. Parce que je vois souvent Marseille dans les affiches. Évitez cela. Est-ce que vous avez des amis là-bas qui peuvent vous aider en cas de besoin? Est-ce que vous avez des renseignements sur le logement et le déplacement? Le coût de la vie, est-ce que cela vous arrange? Si oui, choisissez la ville, même si c'est une petite ville de France. Parce que vous partez pour étudier. Vous pouvez quitter chaque week-end pour aller visiter Lyon, pour aller visiter Lille, visiter Marseille, pour aller à Paris, chaque week-end si vous voulez. Mais vous partez pour études, choisissez la ville qui vous permet d'étudier en ayant une vie décente. Donc, commencez le logement dès maintenant. Chez AVI Center, nous vous aidons à trouver votre logement. Nous avons sur notre site avicenter.fr une plateforme vous permettant de chercher votre logement. Vous pouvez vous connecter maintenant. Vous pouvez le faire. Approchez-vous de nous si vous avez besoin de logement. Nous avons des partenaires qui vous aident à le faire lorsque vous allez sur le site et que vous ne trouvez pas un logement. Parce qu'il y a des villes également où sur le site, vous ne trouvez pas un logement. Donc, nous avons des partenaires. Approchez-vous de nous pour avoir ces renseignements-là. Nous avons des partenaires qui vous aident à trouver également un logement et nous vous accompagnons dans cette procédure de recherche de logement pour vous aider au plus tôt à trouver votre logement. Faites un effort. Confiez vos dossiers à quelqu'un qui peut vous aider. Posez des questions, renseignez-vous. Chaque vendredi à 15h30, on se regroupe pour en parler. Ne manquez pas. Maintenant, le tout dernier point, le tout dernier motif de refus de visa que je voudrais qu'on aborde, c'est justement la caution bancaire et la garantie, le garant financier. Là, j'espère que Alexia et puis Princess sont toujours avec nous. Une autre question que j'ai vue de la part de... Je vois qu'aussi Robert qui dit « Thanks for your explanations. I do like it. » Ok, j'espère que vous me comprenez. Si vous appréciez, donc vous me comprenez en français. I thank you, dear. It's a pleasure to have you with us for this live. De logement Crous, ou je ne sais pas, vous pouvez un peu nous parler de comment ça se passe. Alors, je pense que c'est à partir du 4 juillet que vous serez en mesure de faire les demandes de logement Crous. En fait, c'est comme les résidences universitaires. À Lomé, il y a le COUL qui gère les résidences. Dans le pays où vous êtes, dans les universités également, il y a des résidences universitaires. On ne peut pas accorder un logement à un étudiant externe si ceux qui sont inscrits à l'université n'ont pas encore trouvé des logements. C'est comme au COUL, à l'UL, l'université de Lomé ici. On ne peut pas accorder une chambre à un étudiant d'une école privée ou quelqu'un qui étudie dans une école, une université autre que l'université de Lomé, si ceux qui sont inscrits à l'UL n'ont pas encore de logement. C'est pourquoi, naturellement, le Crous va tout faire pour traiter d'abord les dossiers des étudiants français parce que, avant tout, il s'agit des résidences qui sont mises pour leur faciliter la tâche. Je le dis ainsi, ceux qui sont français, ceux qui font partie de la zone euro, pour l'espace Schengen, leur dossier est traité en priorité. C'est pourquoi vous pouvez faire la demande maintenant, mais jusqu'à septembre, ne pas avoir de réponse. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de logement. Ça veut dire qu'arrivé en France, ils peuvent vous répondre alors que vous êtes déjà là-bas. C'est pourquoi si vous faites une demande de logement Crous, je vous demande d'imprimer le récépissé, la réponse, l'accusé de réception que vous avez reçu après votre demande. Imprimez ça. Vous pouvez l'ajouter à votre demande de logement avec une lettre d'explication en disant, par exemple, actuellement, je suis logé dans telle maison, j'ai signé un contrat avec tel loueur, mais j'ai aussi fait une demande de logement au Crous. J'espère que le Crous me réponde. Si le Crous répond, j'intègre le logement Crous qui correspond au mieux aux caractéristiques ou à l'environnement étudiant.
Au cas contraire, alors je prolonge mon contrat avec mon hébergeur actuel et j'y continue. Mon parent m'héberge pendant 3 mois et j'espère que Crous va me répondre avant. Et donc, vous mettez une lettre d'explication que vous signez. Vous avez le justificatif d'hébergement, vous avez la notification du Crous, à l'aide d'explication, vous faites votre demande de visa. Une autre question de Pascal. Ah, waouh, aujourd'hui vous posez beaucoup de questions. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vois quelqu'un qui disait, je suis actuellement en licence 3, gestion marketing et stratégie, et je suis accepté en licence 2, administration économique et sociale. Félicitations, c'est une très bonne chose. Cela va maintenant dépendre de comment vous allez faire votre demande de visa, des documents que vous apportez. Vous devez avoir un plan d'étude ou une lettre de motivation dans lequel vous expliquez encore la raison pour laquelle vous voulez qu'on vous accorde un visa. Ce n'est plus une lettre de motivation pour donner à une école. C'est pour le consulat cette fois-ci. Pourquoi pensez-vous qu'on doit vous accorder un visa? La lettre doit expliquer ce choix, cette acceptation. Et vous devez également avoir les documents qui sont fiables pour avoir votre visa. Ma prière pour vous tous, sincèrement, c'est que vous puissiez, après cette longue procédure, avoir votre visa. Je vois ici une autre question. Comment savoir si son avis SCAC est bon? Ça, vous ne pourrez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que le SCAC a décidé de vous. L'avis est secret. C'est pourquoi vous devez tout faire comme si l'avis n'était pas favorable. Vous devez prendre les précautions au cas où. Ne vous dites pas, j'ai bien répondu aux questions, j'ai bien discuté avec le conseiller de Campus France, alors tout va bien. Non. Si l'avis est secret, ces impressions également le sont. Vous devez donc éviter de croire que parce qu'il souriait, vous avez fait du bon boulot. Non. Parfois, il souriait parce que vous faisiez un travail qui n'était pas du tout bon. Donc, vous pouvez déjà considérer que l'avis peut être défavorable. C'est pourquoi votre lettre de motivation, de votre demande de visa doit être vraiment quelque chose de personnel, de bien détaillé, de bien écrit. C'est pourquoi votre logement doit être fiable. C'est pourquoi votre caution bancaire doit être fiable. C'est pourquoi les autres documents doivent être pour éviter qu'on puisse définitivement vous accorder un refus. Parce que la plupart du temps, on accorde un refus à cause d'un avis défavorable, mais ce n'est pas toujours le cas. L'avis SCAC peut être contrebalancé quand vous avez un dossier qui est sérieux. L'autre question, Pascal dit, à Marseille par exemple, on dit qu'il n'y a pas de logement Crous en licence. S'il vous plaît, est-ce que c'est vrai? Bon, je vais éviter de m'aventurer en prouvant si oui ou non il y a des logements Crous à Marseille. Mais vous pouvez vous rendre sur le site et prendre tout ce qu'il y a comme renseignement. Il n'y a pas de logements Crous dans toutes les villes. Et là où il y a des logements Crous, ce n'est pas accordé à tout le monde. Quelles sont les spécificités, vous devez apprendre à le découvrir. Vous savez, on peut même faire un live là-dessus, sur la question du logement encore. C'est parce qu'on n'arrive pas à avoir nos étudiants en ligne facilement. Sinon, on peut les avoir pour qu'ils vous disent les réalités. Parce qu'il y a une différence entre les choses qu'on dit sur la base des informations que donnent les organisations concernées et ce que les gens vivent vraiment. Moi, je préfère parler d'expérience de ceux qui y sont. Donc, renseignez-vous. De toutes les façons, vous pouvez venir à nos séances le soir quand on est ici. On peut même passer chez nous au bureau. Avec vous, on fera les recherches ensemble et c'est gratuit. En tout cas, moi, je vais éviter de vous donner un retour qui est tranché pour que vous puissiez aujourd'hui dire non ou oui, il n'y a pas ça. Voilà. Alors, Poitiers, par exemple, est-ce que vous nous le conseillez? La ville de Poitiers, oui. Poitiers est une ville qui accueille beaucoup d'étudiants, surtout en droit. Beaucoup d'étudiants en droit vont à Poitiers. C'est une très belle ville qui est une ville étudiante. Si vous avez été accepté à Poitiers, vous n'avez aucun souci. En fait, je conseille toutes les villes à condition que vous ayez un minimum nécessaire pour survivre là-bas. Avez-vous de la famille là-bas, des amis là-bas, les moyens d'y vivre? Est-ce que vous vous êtes renseigné et vous pensez que les logements à cette période vont en votre faveur? Parce que chacun a ses moyens. Donc, je ne choisis pas une ville par rapport à une autre. Je conseille juste de prendre le temps de vous renseigner pour chaque ville. Est-ce que vous avez le minimum d'informations? Et pour les informations que vous avez, est-ce que vous avez quand même ce qu'il faut pour vivre décemment? Est-ce que cela vous arrange? Ça peut m'arranger, ne pas vous arranger, et vice-versa. Donc, toutes les villes, vous devez prendre le temps de vous renseigner. Salut Dominique. Bon, moi c'est Dorinel. Dominique, c'est un de nos étudiants qui est souvent
dans nos lives. Pardon, est-il possible ou conseillé de trouver ou réserver un logement Crous maintenant alors que sa rentrée scolaire est en septembre? Effectivement, vous devez faire la demande maintenant pour espérer l'avoir en septembre. Si vous attendez septembre pour faire la demande et que vous avez une réponse défavorable, cela ne vous arrangera pas. Et puis, votre demande de visa intervient avant septembre. Vous devez justifier de vos conditions de logement avant septembre, lors de votre demande de visa. Mais pour demander le visa, vous devez avoir un justificatif d'hébergement. C'est pourquoi c'est maintenant que vous devez avoir un logement, parce que vous en avez besoin pour votre demande de visa. Donc, je vois, merci pour votre réponse. J'aimerais aussi savoir quelle est la superficie maximale du logement autorisé. Non, le maximum n'est pas considéré. Il y a un minimum. Vous-même, demandez-vous un logement de 9 mètres carrés, un logement de 6 mètres carrés, de 3 mètres carrés. En fait, si vous faites 3 mètres sur 3, ça fait 9 mètres carrés. Est-ce que cela vous permet d'avoir l'espace nécessaire pour avoir un lit, une table d'études, avoir le minimum pour vivre? C'est à vous, en fait, d'y penser. Parce que parfois, beaucoup de gens veulent de l'espace, d'autres sont claustrophobes. Il y en a qui ne sont pas dérangés par le fait que c'est petit. La superficie devient un problème quand vous voulez vivre à deux. Vous serez en colocation dans une maison de 11 mètres carrés. C'est un refus de visa. Donc, vous devez prendre le temps de considérer, vous, vos attentes, vous, votre manière d'être avant de commencer ou de faire la question de logement. J'espère avoir répondu aux questions portant sur le logement. Posez toujours, on peut en parler après le point suivant. À présent, on va parler de la caution bancaire. J'ai choisi de parler de la question de caution bancaire ou de garantie financière à la fin parce que c'est le cœur de métier de AVI Center. C'est ça, en fait, notre raison d'être. Je préfère qu'on aborde cette question en long et en large. Et je vous préviens, ce que je vais dire n'est pas seulement des raisons de marketing. Vous devez comprendre la différence entre ce qu'on attend de vous en termes de justificatif de moyens financiers et ce que AVI Center vous offre. C'est différent. Vous devez aller étudier en France. On exige que vous ayez au moins de quoi payer votre logement, que vous ayez au moins de quoi manger, que vous ayez au moins de quoi vous déplacer et de quoi prendre soin de vous. Vous aurez une couverture sociale, une couverture, une assurance en tout cas. Si vous êtes malade gravement et que vous êtes couvert socialement, vous aurez ce qu'il faut comme aide. Mais ce n'est pas à chaque fois que vous aurez des maux de tête ou vous vous blessez un peu à la main, que vous irez à l'hôpital pour dire, voilà, je me suis blessé ici. Vous devez quand même avoir un minimum, un trousseau de secours, quelques produits de base, votre pâte dentifrice, votre lotion, votre shampoing, votre pommade, votre savon ou votre savonnette, votre papier hygiénique. C'est des choses dont vous avez besoin. C'est un budget dont vous avez besoin mensuellement. Vous devez être en mesure d'avoir les moyens de prendre soin de vous. Exactement. Je vais dire un truc drôle. Mais vous n'allez pas utiliser les mêmes caleçons pendant 1 an. C'est pour rire. Vous devez être en mesure, quand le besoin se fait sentir, de prendre soin de vous. Un habit qui se déchire, vous partez chez le coiffeur ou plutôt chez le tailleur pour le raccommoder, pour le remettre en forme. Vous devez vous coiffer. Et la coiffure, c'est à plus de 10, 20, voire 30 euros par coiffure. Selon que vous avez beaucoup de cheveux, selon votre coiffure, selon votre quartier, ainsi de suite. Selon l'arrondissement où vous vous trouvez, selon le coiffeur qui vous reçoit, vous avez tous ces besoins. Il n'y a pas que manger et dormir. Qui vous coiffe? Qui couvre vos vêtements? Vous lavez vos vêtements comment? Les buanderies, parfois, c'est payant. Votre immeuble n'a pas de buanderie, vous partez de la buanderie, vous payez pour laver vos vêtements. Vous devez avoir de quoi manger. Vous devez avoir parfois de quoi acheter certains documents. Vous avez un besoin financier qui est sérieux. Mais on estime que avec 615 euros, toute modestie gardée, et puis tout désordre gardé, dans les 615 euros, vous avez le minimum pour survivre en France. 615 euros, ce n'est pas le montant qui est, comment dire, c'est Donald qui répond. On ne sait jamais, hein, vous savez, chacun a ses habitudes. Chacun a ses habitudes, donc je vous encourage. Alors vous voyez, vous avez 615 euros, c'est le minimum pour survivre.
C'est pour dire qu'en deçà de 615 euros, vous aurez des difficultés. C'est ce que cela veut dire. Vous êtes libre d'avoir le montant que vous souhaitez sur votre compte pour vos dépenses mensuelles. Mais le minimum, c'est 615 euros. C'est le seuil minimum, en dessous duquel on estime que vous n'avez pas d'argent. Donc, 700 euros par mois, 800 euros par mois, 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, ça n'engage que vous. Mais le minimum, c'est 615 euros. Maintenant, vous décidez que pour prouver cela, vous allez apporter des garanties de vos parents. Je disais que dans le cas du Togo aujourd'hui, les preuves, les garanties passent très peu. Si vous avez un très bon dossier, tout comme on l'a vu, pour ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp, sur les plateformes auxquelles nous appartenons, j'ai envoyé récemment un document, et mes collègues l'ont fait également, un document d'un étudiant il y a à peine une semaine, dont le consulat a envoyé le document pour dire, une réponse pour dire, dans le cas de l'instruction de votre dossier, les garanties financières que vous avez apportées, les documents de garantie que vous avez apportés ne passeront pas, ne sont pas recevables. Vous devez apporter une preuve de virement irrévocable de 615 euros mensuels. La fille avait quand même tout pour avoir son visa. Les parents ne sont pas au Togo, ils sont à l'étranger. Ils ont envoyé leurs fiches de paye, leurs documents d'impôt depuis le pays où ils sont. Mais le consulat a refusé. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que le consulat refuse aujourd'hui ou pourquoi est-ce qu'on est méfiant sur la question du garant, d'une personne physique. Là, je parle dans le cas du Togo. J'ignore comment ça se passe dans les consulats des autres pays où nous on n'est pas. Il n'y a pas AVI Center, il n'y a pas nos concurrents, il n'y a personne. Comment vous faites là-bas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez des banques dans vos pays. Pourquoi est-ce que le garant financier est aujourd'hui n'est pas très conseillé? Il y a des étudiants dont les parents avaient les moyens. Papa avait un très bon boulot, maman avait un très bon travail. Ils signent avec leur compte qu'ils vont prendre soin de vous. Ils fournissent les garanties. Vous voyagez, vous arrivez en France, une semaine après le parent décède, on touche du bois. Mais ça arrive. Et c'est arrivé à beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants en France ont perdu leurs parents pendant Covid. Beaucoup d'hommes riches sont morts pendant Covid. Ils étaient puissants, riches et tout. Ils avaient des enfants en Europe et en France. Mais quand ils sont morts, est-ce que les enfants ont accès à leur compte? Combien de temps faut-il pour que le compte de votre père ou de votre mère qui, je touche du bois, a perdu la vie? En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Hein, comme on le dit en anglais, God forbid. On ne le souhaite pas. Mais c'est une éventualité. C'est considéré aujourd'hui parce que c'est arrivé à beaucoup. Vous arrivez en France et votre parent perd son travail. Vous arrivez en France, l'entreprise de votre parent fait faillite. Vous arrivez en France, le pays est en crise économique. On a vu le cas du Mali en crise politique récemment. En Afrique, les coups d'État sont monnaie courante. Votre pays est en difficulté politique, crise militaire, une guerre civile se déclenche. L'Ukraine est plus développée que le Togo. Mais en ce moment, il y a des villes d'Ukraine où personne n'ose aller travailler en banque. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens là-bas pour faire des retraits? Donc, il ne s'agit pas des moyens de votre parent. Il ne s'agit pas de l'état de votre pays ou même de la ville d'où vous venez. Qu'est-ce qui se passerait si, arrivé en France, il y avait un souci avec votre famille, avec vos parents, avec votre banque, avec votre ville qui vous empêche de recevoir vos fonds? Vous survivez comment? C'est la raison pour laquelle on conseille. Et si vous êtes honnête avec vous-même, demandez aux amis qui ont déjà fait une demande de visa qu'ils vous envoient le récépissé qu'on télécharge. Lorsque vous finissez, je ne sais pas si j'ai le document là ici. Je dois en avoir, excusez-moi. Bon. Je l'avais quand même, excusez-moi, je veux trouver. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous pourrez lire. Mais sur le récépissé de demande de visa, il est mentionné que vous devez apporter comme justificatif de moyens financiers une preuve de virement irrévocable sur un compte qui est dans une banque française. C'est marqué noir sur blanc sur votre document de demande de visa.
Ce n'est pas tant parce qu'on veut faire la promotion des banques françaises. Mais si vous êtes en France et que votre argent est en France, quoi qu'il arrive au pays, le temps de vous trouver des solutions, votre argent est avec vous. Mais quand l'argent est au pays, soit sur un compte à votre nom, sur une banque qui est au pays, soit sur un compte au nom du parent au pays, si le pays a un problème, vous serez en difficulté. Si le parent a un problème, vous serez en difficulté. C'est pourquoi les garants ne sont pas, comment dire, les garants ne sont pas très conseillés. Moi, je ne les conseille pas. Si votre parent a les moyens de prendre soin de vous, qu'il prenne cet argent et qu'il le mette sur un compte à votre nom. C'est pourquoi on parle même de compte bloqué. On parle de compte bloqué pour que l'étudiant ne puisse pas tout dépenser d'un coup. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent en France, ils découvrent en fait qu'ils aiment les selfies. Ils décident de faire le tour des McDo, le tour des restaurants, le tour des stades, des esplanades. S'ils sont à Paris, la Tour Eiffel est gâtée. Tous les jours, ils vont vouloir aller faire des selfies. Ils veulent montrer à ceux qui sont restés au Togo ou bien en Afrique que voilà, nous on a réussi. Le Gaou a percé. Et à ce moment-là, tout ce qu'on vous a donné comme argent, vous dépensez dans les taxis, dans les McDo, dans les burgers, ainsi de suite, pour éviter qu'en un mois, vous ayez dépensé 2000 € sur les 7000 d'un an. Le compte se veut bloquer. Comme ça, chaque mois, on ne vous envoie que ce qui vous concerne. To answer the question of my friend Princess, the reason why you are limited to only withdraw 650 € is because they don't want you to spend all your money at once. I mean, if you want to withdraw monthly more than 650 €, 15 €, you have to, to put much more money in your account. You are not, it is not a must for you to only put in your bank account 600 € for 12 months. You are free to go to 700, 750, to go to 800 or 850, 100. You are free to put the amount you want to spend per month. Now you calculate, if you want to withdraw 800,000 per month, how much is the total of that one for 12 months? That is the amount you have to put on your bank account, so that you won't have to receive monthly only 615 €. You are limited to withdraw a specific amount monthly. You won't even withdraw it. It will be a money transfer, because you have two bank accounts. The bank account where your money is deposited and your bank account where your money is sent. So every month, the people managing your money will now take the specific amount of the month to put it on your second bank account, the one you manage yourself. Now, you only receive what is required for the month. You are limited to that one. You are limited. It is to avoid that before the end of the year, you will lack money. That is the problem. That is the reason why you are limited to withdraw a specific amount of money every month. You will only receive that amount. But you are the one to decide of the amount. If you want to receive 700 a month, you have to multiply 700 times 12 to know what you'll be receiving per month. You want to receive 1,000 €, 1,000 € a month, you have to multiply 1,000 times 12. You have to put 12,000 € in your bank account so that you'll be receiving that amount every month. That is the answer to your question. I hope that I've been explicit enough. Donc j'expliquais que vous êtes libre de mettre sur votre compte en banque le montant que vous souhaitez. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, 615 € ou plus. La raison pour laquelle nous on existe, je parle de nous comme entreprise financière qui offre le service de caution bancaire, alors qu'il y a les banques. Au Togo, il y a EcoBank, il y a UTB, il y a BTCI, il y a Aura Bank, il y a Banque Atlantique, je ne sais pas si eux, il y a tant de banques, Coris Bank, si on cite, on ne va pas finir la journée. Il y a beaucoup de banques. Dans le pays où vous êtes en ce moment, il y a aussi beaucoup de banques. Pourquoi est-ce que malgré la présence des banques locales, nous existons? Quelle est notre particularité en tant qu'entreprise privée
par rapport aux banques locales, la particularité d'abord est que nous sommes moins chers. Nous sommes moins chers que les banques locales. En un an, en passant par nous, vous dépensez quasiment 2 fois moins cher. Sur ce coût-là, les entreprises privées comme AVI Center, par rapport aux banques locales, cela est certifié. Vous pourrez vérifier par vous-même. La deuxième chose, c'est que nous vous délivrons votre AVI. Là, je commence à parler de AVI Center. On vous délivre votre AVI en 24 heures. Nous sommes très rapides. Vous demandez votre AVI aujourd'hui. Si vous faites votre demande chez nous en journée, avant le soir, vous l'avez. Le jour où vous faites votre dépôt en banque, le même jour, vous avez votre AVI. Le 24 heures, c'est le maximum pour nous. On a même délivré des AVI aux étudiants. Quand je dis AVI, c'est le certificat, l'attestation de virement irrévocable. C'est le sigle. A pour attestation, V pour virement, I pour irrévocable. Qui est le document qui atteste qu'il existe un compte bancaire à votre nom sur lequel le montant minimum exigé par le consulat est déposé. C'est ça qu'on appelle AVI, le document qu'on vous délivre. Donc les banques vous délivrent. Déjà, c'est écrit que ce document doit être délivré par une institution financière qui est française ou plutôt qui est togolaise ou bien qui est sénégalaise dans votre pays, qui est reconnue par l'État où vous êtes ou qui est étrangère mais avec une représentation dans votre pays. Qu'est-ce que cela veut dire? L'institution, et puis on a exclu les microfinances. C'est exclu. Pas de microfinance, pas de FUSEC, pas d'autres microfinances. Nous, en tant qu'entreprise privée, c'est ce qui nous démarque. C'est ce qui démarque AVI Center des banques locales, ce qui démarque AVI Center de nos concurrents, c'est que nous sommes les moins chers sur le marché. Par rapport à nos concurrents, par rapport aux banques locales, nous sommes les moins chers. Des frais de service de seulement 366 000 francs CFA. Et dans ces mêmes frais de service, on vous offre encore une assurance voyage gratuitement, plutôt à moitié prix, une assurance voyage qui coûte 20 500. Alors que quand vous partez retirer votre assurance, je pense que Donald est en ligne. Donald, s'il te plaît, on t'a déjà fait ton assurance. Essaye de me dire, quand tu as récupéré ton assurance, quel était le montant auquel AVI Center a payé ton assurance et quel est le montant que toi tu as payé à AVI Center pour ton assurance. Si tu peux l'écrire en commentaire pour qu'on comprenne qu'en fait, ce n'est pas juste du marketing. On offre à nos étudiants des assurances voyage à moitié prix. La réservation du billet est offerte gratuitement à nos étudiants alors que vous payez des frais de service qui sont déjà moins chers par rapport à nos concurrents. Sur ce coup-là, on est imbattable. Donc, choisissez-nous parce qu'on est moins cher. Deuxièmement, on est rapide. 24 heures, vous avez votre quotient bancaire. 24 heures seulement. Nous sommes les seuls à être aussi rapides. En tout cas, nous, on vous offre ça en 24 heures. Raison numéro 3. Lorsque vous faites votre quotient bancaire chez nous, votre argent est transféré en France. Le compte qui porte votre nom est créé là-bas. Ainsi, vous n'allez pas avoir des problèmes au cas où votre pays d'origine ou vos parents ont des soucis. Quoi qu'il arrive à vos parents, quoi qu'il arrive dans votre pays d'origine, votre argent se trouve en France. C'est notre avantage par rapport aux banques locales. C'est notre avantage par rapport aux garants qui sont vos parents. Parce que nous transférons votre argent sur un compte qui se trouve en France. Donc, vous avez accès à votre argent quoi qu'il arrive dans votre pays d'origine. Maintenant, lorsqu'on considère la catégorie des entreprises financières qui offrent le service de quotient bancaire, nous, à AVI Center, nous assurons à nos étudiants la régularité de leurs fonds. Avant le 1er de chaque mois, vous recevez votre virement. Déjà, dès que vous arrivez en France, vous créez votre compte en banque, votre compte étudiant sur lequel vous voulez que les dépôts soient faits. Le jour où vous nous envoyez votre relevé d'identité bancaire, le même jour, on fait un virement sur votre compte. Que vous arrivez en début de mois, en fin de mois, peu importe la date à laquelle vous arrivez en France, dès que vous nous envoyez votre RIB, on ne vous dira pas attendez le début du mois ou la fin du mois. Non, vous arrivez en septembre, le 15, vous nous envoyez votre RIB le plus tôt possible, on vous fait votre virement. Et à partir du mois d'après, avant le 1er de chaque mois, vous recevez votre virement. On assure à nos étudiants d'avoir leur virement de manière régulière, la régularité des fonds.
Maintenant, contrairement aux banques locales qui vous facturent cher sur un service d'une année pour vous offrir seulement une caution bancaire, une AVI seulement, vous payez moins cher chez nous. En même temps, on vous offre d'autres services gratuitement. Votre demande de visa, on le fait avec vous. Comment vous allez remplir votre formulaire de demande de visa? On va vérifier votre dossier avec vous pour être sûr que rien ne manque avant d'aller faire votre demande de visa. On vous accompagne. Nos conseillers sont là pour vérifier que vous avez ce qu'il faut. Vous mettez ce qu'il faut. On est d'accord? Et donc, ça se fait gratuitement. L'accompagnement post-visa est gratuit. Donald vient d'écrire, on peut le lire en commentaire. Je peux témoigner. Ah, c'est vraiment un bon commentaire. Donald vient d'écrire, je peux témoigner, l'AVI avec AVI Center est fiable, rapide et efficace. D'abord, moins cher, rapide, oui en 24 heures, une assurance voyage faite à 50%, une réservation qui est gratuite, du billet d'avion, un accompagnement gratuit pour votre procédure de demande de visa. J'ai eu tout ça dans un délai record. Ce n'est pas du marketing, rien de tout. Ça, rien de tout ça, voilà. Mais avec AVI Center, c'est confié son projet d'études en France à une structure professionnelle et qui est à l'écoute. Merci à Donald pour ce témoignage. On est en direct. Nous ne sommes pas en train de faire des choses. Vous pouvez le voir de vous-même. Donc, vous voyez que nous sommes en train de parler de quelque chose qui est sérieux. C'est ce qui vous arrange, vous. On ne va pas au marché pour acheter des produits chez quelqu'un parce que c'est notre ami. Comme je le dis toujours, il y aura toujours des fans du Barça et des fans du Real, peu importe qui gagne la Ligue des Champions. Peu importe où est Cristiano Messi, il y aura toujours des fans pour l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas une question d'être fan de AVI Center, fan d'une banque, fan de nos concurrents. Vous partez pour étudier, choisissez une entreprise dont les services vous arrangent. De toutes les façons, quand vous serez en France, que nous soyons gentils ou pas, que nous vous ayons plu ou pas, c'est ce que vous vivez là-bas qui vous intéresse. Donc, choisissez AVI Center parce qu'on est fiable, comme le dit Donald, mais aussi parce qu'on vous offre des services qui vous arrangent. On vous offre des choses qui vont dans votre intérêt. On vous offre des choses dont vous avez besoin. Donc, vous voyez que on vous offre toutes ces choses-là alors que vous ne payez que des frais de service qui sont les moins chers sur le marché. Maintenant, on organise des séances de préparation au voyage gratuitement dans lesquelles nous parlons avec nos étudiants de tout ce qui est job étudiant en France. AVI Center vous permet en France d'avoir facilement accès à un job. Quand je dis facilement accès à un job, ce n'est pas forcément de faire « j'ai l'honneur de déposer chez vous ». Non. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en France pour créer de la richesse, arrondir vos fins de mois sans devoir travailler pour quelqu'un ou travailler chez quelqu'un. Nous discutons avec ceux qui sont là-bas comme étudiants pour qu'ils vous disent exactement, en termes de job, quelles sont les réalités, quelles sont les vérités, quelles sont les difficultés, que pouvez-vous faire, que pouvez-vous apprendre ici le temps de partir, que vous pouvez monétiser en France. On le fait gratuitement avec vous. La banque ne fera pas ça pour vous. Nos concurrents, on ignore ce qu'ils font avec les étudiants. Je ne vais pas me mettre à les vilipender ou à les critiquer, mais en tout cas, je parle de AVI Center et je vous dis, nous, on vous offre ça de manière fiable. Donc, quand vous nous choisissez, c'est parce que nos services vous arrangent. On vous aide à financer votre projet d'études en France. Vous devez venir dès maintenant pour savoir, d'ici votre demande de visa, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre famille, avec vos parents pour pouvoir financer votre projet d'études en France. Les amis, n'allez pas en France sans caution bancaire. Vous irez souffrir pour rien. Tous ceux qui vous motivent, oui, moi j'ai fait, sans AVI, je suis parti, vous n'êtes pas eux. Attention, excusez-moi, chacun dans la vie a sa réalité. Qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas? Quelqu'un m'a dit la dernière fois, j'ai un ami qui a fait toute sa procédure d'études en France, il a fait sa caution bancaire, il a payé son billet, en tout, il a dépensé seulement 1,2 million. Mon ami, c'est un mensonge. Étudier en France coûte cher, mais ça ne coûte pas si cher que ça comparé aux autres pays du monde. Étudier en France vous permet d'avoir accès à des choses peut-être que votre pays d'origine n'offre pas. Ça, c'est un sujet.
mais n'osez pas partir en France sans caution bancaire. Lorsque vous apportez un document de caution bancaire qui n'est pas fiable, le consulat vous accorde un refus de visa. Vous aurez un refus de visa. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous partez pour étudier et vous n'avez pas de quoi payer votre maison, vous n'avez pas de quoi vivre là-bas. Ce n'est pas possible. Mais pour faire votre caution bancaire, qui choisir? Choisissez ceux qui vous accordent un service qui est fiable. Donc, vous êtes libre de choisir EcoBank, Orabank, n'importe quelle banque locale. Ces banques ne souffrent d'aucune fiabilité. Vous pouvez également choisir nos concurrents. Ce n'est pas qu'ils ont un problème de fiabilité, non. Il y aura toujours des gens qui seront fans de l'un par rapport à l'autre. Vous êtes libre. Mais la question est, entre les banques, entre nos concurrents et Crous, qui vous offre ce qui vous arrange, vous? Rappelez-vous, l'objectif principal de AVI Center, c'est de vous permettre d'aborder votre projet d'études en toute sérénité. On vous facilite la démarche de demande de visa, les démarches de demande de visa, en faisant en sorte que vous ayez accès à des facilités dans ce que vous faites. Quand un étudiant fait son AVI chez Crous, Crous peut se porter garant pour son logement. Quand vous faites votre AVI chez Crous, Crous peut préfinancer votre billet d'avion en vous permettant d'avoir accès à une bourse financière allant d'un montant donné jusqu'à 350 000 francs CFA, parce que parfois, vous prévoyez d'acheter un billet d'avion à 500 000. Le jour où vous voulez acheter le billet, ça a grimpé à 800 000. Si vous faites votre AVI chez AVI Center peut vous compléter ce montant sur la base de l'AVI que vous avez fait chez nous. Et quand vous arrivez en France, vous avez 10 mois pour nous restituer ce montant. On aurait pu dire, on vous achète le billet, vous arrivez en France, remboursez aussitôt. Non, vous avez 10 mois pour rembourser ce montant. C'est pareil pour votre logement. On vous assiste de plusieurs manières. Quand vous arrivez en France et que vous avez un besoin, peu importe lequel, vous avez des interlocuteurs avec lesquels discuter. On vous accompagne même là-bas. Dans nos groupes, nos étudiants discutent, ils s'échangent, ils s'aident, ils s'entraident. Et quand ils ont une difficulté, ils nous contactent. Parce qu'au-delà de vous offrir une AVI, on a un réseau en France. On a des contacts là-bas. Et on fait profiter aux étudiants de notre réseau sans discrimination et ne payent pas. Faites votre AVI chez AVI Center et vous êtes sûr, vous êtes certain d'avoir un retour qui est probant. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 étudiants accompagnés à travers l'Afrique. Aucun AVI de AVI Center n'a été rejeté une seule fois. Jamais. On n'a jamais eu un refus de visa pour le motif 2, qui est le motif qui concerne les justificatifs de moyens financiers avec une AVI de AVI Center. Jamais. D'où la question de fiabilité, de sécurité et de conformité avec les exigences des services consulaires de France. Jamais un refus de visa à cause de l'AVI que nous vous délivrons. Jamais. Après plus de 3000 réussites, cette année encore, on a déjà commencé à avoir des visas, alors même que les gens n'ont pas encore commencé à faire leurs demandes. Récemment, l'étudiante dont le consulat a envoyé la photo, la demande pour dire apportez une AVI avant qu'on ne puisse instruire votre dossier, elle est passée par Crous, par AVI Center, excusez-moi, pour faire son AVI. Elle a fait le dépôt de l'AVI le lundi de cette semaine. Elle a eu son visa hier, mardi. C'est pour dire qu'aussitôt, elle a apporté l'AVI de AVI Center. Aussitôt, elle a obtenu son visa. Donc, la fiabilité de l'AVI que nous vous proposons ne peut pas être remise en cause par personne. Par personne. Donc, prenez sur vous de faire ce qui est bien pour vous. Choisissez le partenaire qui vous offre ce qu'il faut. Les amis, voici les motifs de refus de visa et les raisons de ces motifs-là. Mon ami Kosi Robert dit, si une personne a besoin de votre caution, mais n'a pas le total de la somme nécessaire, vous lui trouvez une alternative. Tout à l'heure, j'ai parlé de financement de projets d'études. Déjà, Crous Togo ne finance pas votre AVI. Notre travail est de prouver que vous avez une AVI. Non pas de financer l'AVI.
pour lever une équivoque. Mais nous avons la possibilité de vous donner des pistes de solutions sur comment vous pouvez obtenir vos financements avant de venir faire votre AVI chez nous. Comme on l'a dit, notre objectif, c'est de trouver votre argent, pas de vous l'apporter. De toutes les façons, c'est des questions que nous abordons en long et en large avec nos étudiants. Nos numéros vont s'afficher en commentaire et vous êtes libre de nous écrire, d'appeler pour vous renseigner. Mais rappelez-vous du fait que notre travail, c'est de prouver votre argent, pas de vous le fournir ou de vous l'apporter. Et vous devez tout faire pour obtenir des parents un accompagnement financier. Ne vous hasardez pas à vous lancer dans des projets d'études en France avec 0 francs. Même si aujourd'hui on s'accorde à dire on peut entreprendre avec 0 francs, aller en France avec 0 francs, oubliez cette idée-là. C'est suicidaire. Nos numéros viennent de s'afficher en commentaire. Écrivez-nous par WhatsApp. Appelez s'il le faut. Nous serons là pour vous répondre pour toutes les questions que vous avez. Caution bancaire, comment financer votre projet d'études en France, comment pour les jobs étudiants, comment trouver un logement. On aborde toutes ces questions. Entre parenthèses, il y a beaucoup de gens en ce moment qui attendent une admission en France. Vous avez fait Campus France, vous n'avez pas encore de réponse. Ou alors, vous n'avez eu que des refus jusqu'à maintenant. Vous souhaitez savoir comment faire pour vous inscrire dans une école privée pour cette rentrée de septembre, les coûts et tout le reste. Demain, non, c'est plutôt vendredi à 15h30, on aborde la question et on vous apporte les réponses à ces questions-là dans nos locaux ici à Agoué-Nivé. Nous sommes au niveau du carrefour Plateau, non loin du carrefour de Lyon, juste en face de Fonny Park, dans l'immeuble qui est collé au supermarché Queen Store, premier étage. Demain, pourquoi je dis demain? Qu'est-ce qui se passe demain? J'espère que demain j'aurai de l'argent. Vendredi, à partir de 15h30, nous allons aborder cette question, en plus des questions qu'on aborde d'habitude. Vous avez eu des refus, vous n'avez pas été accepté. Comment faire pour vous inscrire dans une école privée? Venez, il y a des promotions en cours, il y a des solutions en cours, dont nous allons discuter le vendredi. Ne manquez pas. Vous avez des amis qui n'ont eu que des refus, informez-les pour qu'ils viennent. Et comme je le dis souvent, c'est méchant d'avoir une information comme celle-ci, qui est gratuite, de ne pas informer les amis. Dans vos groupes, informez vos amis. Dans votre école, informez les amis. Trouvez un moyen de leur dire qu'en fait, vendredi à 15h30, dans nos locaux, écrivez-nous pour avoir la localisation Google Maps. Nous allons aborder les questions des promotions en cours, les facilitations en cours, tout ce qu'il y a en ce moment que vous pouvez faire pour vous inscrire rapidement et facilement dans une école privée. Au cas où vous n'avez pas été accepté dans vos universités Campus France, venez vendredi. Appelez vos amis, informez-les. Vendredi 15h30, on commence jusqu'à 18h. Venez à temps pour qu'on puisse en parler ensemble. Voici les questions que je voulais aborder avec vous. Et n'oubliez pas également le programme Crous commercial. Quand vous référez ou vous recommandez Crous à un ami, j'aime toujours dire Crous, AVI Center, là, il faut que je puisse écrire ça sur mon front. Vous avez recommandé AVI Center à un ami, vous parlez de nous à vos amis, ils signent chez nous. Le jour même où ils signent leur AVI, vous recevez une commission de 25 000 francs CFA par étudiant. Vous n'avez pas besoin vous-même d'être étudiant ou d'avoir fait votre AVI chez nous. Dès que la personne vient de votre part, vous nous l'envoyez, vous dites c'est moi qui l'envoie. Vous souhaitez faire partie de ce programme, même vous pouvez venir au bureau et signer un contrat d'apporteur d'affaires ou de commercial, de partenaire. Et là, à chaque fois que vous avez un étudiant que vous connaissez qui fait la procédure, vous l'envoyez chez nous. Nous-mêmes, nous lui expliquons tout. On le convainc, il signe. Parce qu'il est venu de votre part, vous avez 25 000. À partir du 11e étudiant que vous apportez, cela passe à 36 000. C'est une aubaine à saisir. Vous avez des amis, des connaissances qui font la procédure. Parlez-leur de nous pour qu'ils puissent passer signer. Voici à peu près ce que je voulais aborder aujourd'hui sur cette question des motifs de refus de visa. Vous avez des questions, posez-les. Sinon, je pense que nous avons quand même pu aller au bout de ces différents sujets et surtout en détail. Alors, Kossi Robert dit, les banques n'acceptent pas généralement. Oui, ça dépend des banques. Il y a des banques qui ne font pas de caution bancaire.
Mais EcoBank le fait, Orabank le fait. Vous pouvez même aller demander les prix pour voir à quel point il y a une différence. Même si vous payez 22 000, 33 000 pour votre AVI, demandez-leur au moment de transférer votre argent de Lomé vers votre ville d'origine, de Lomé vers Paris. Le transfert de vos millions, de votre compte ici vers là-bas, vous payez combien? Si le transfert est fait d'un coup, ça coûte combien? Si le transfert se fait chaque mois, ça coûte combien? Calculez le total. Vous verrez combien vous payez en un an juste pour avoir un seul papier. Sans les autres services qu'on vous offre. Renseignez-vous, vous verrez. Je suis en train de vérifier si je n'ai pas manqué une seule question. Si j'ai pu répondre à tout ce que vous avez posé comme question. J'espère que Léonard, Kossi Robert, Pascal, je vois Drake, je vois Kindle Roy. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. J'espère que jusque-là, on a pu apporter satisfaction à ce que vous aviez comme question. Si vous en avez encore posé, sinon, dans 5 minutes, on va arrêter le live. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des questions, posez-les, posez-les, posez-les. Et pour rassurer Kem Augustin, le changement de filière, l'administration économique et sociale cadre toujours avec ce que vous faisiez. C'est un domaine assez large qui couvre beaucoup. Il y a des mentions que vous avez dans ce domaine de formation-là. Et donc, c'est à vous de justifier pourquoi ce choix, pour ne pas que votre choix, votre admission puisse poser un souci de visa. Tout sera joué dans votre lettre de motivation. Alors, Daniel Bassang disait « Bonsoir, heureux de participer à ce débiné. Je souhaite savoir ce que signifie le fait qu'un étudiant représente un danger pour la santé publique et quelles mesures légales peut-il prendre pour avoir connaissance des raisons de santé pouvant l'entraîner à un refus de visa. » Donc ici, quand on parle de menace ou danger pour la santé publique, il s'agit du fait que, par exemple, je prends ceux qui ont été dans une zone quand il y avait encore Covid. Vous avez voyagé dans un pays à risque. Vous venez ensuite, quelques semaines après, faire votre demande de visa. On considère que votre voyage dans le pays à risque, là où Ebola est encore en train de frapper, là où l'hépatite est encore en train de frapper, là où la santé, il y a encore des épidémies et des pandémies, vous risquez d'amener ça en France. Donc, sous réserve de vous laisser amener en France une maladie que vous aurez contractée dans vos voyages, on vous refuse le visa. Là, on parle de santé publique. L'ordre public, la sécurité publique, c'est quand vous avez du genre, là je parle d'une compréhension. Vous faites partie d'un gang ou vous êtes proche d'un gang. Vous avez été arrêté pour certains méfaits. Vous avez un comportement, une attitude qui est connue. Et vous savez que vous n'êtes pas en train de... Vous n'avez pas l'image auprès du consulat qu'il faut pour aller en France. Par sécurité, par prudence, on vous refusera le visa. C'est surtout pour ceux qui sont dans les pays où le terrorisme est présent, les braquages, les gangs, la violence et autres sont vraiment présents. Pour un pays comme le Togo, où les choses sont plutôt paisibles et calmes, c'est un motif assez rare. Mais il y a des pays d'Afrique qu'on connaît bien, où le terrorisme est très présent. Donc, si on vous soupçonne d'être proche d'un groupe terroriste, vous n'irez pas. C'est des choses que vous devez comprendre pour la question de Daniel Bassang. Donc, je pense qu'on a pris le temps de répondre à toutes ces questions et de vous apporter la satisfaction nécessaire. Vous avez vraiment posé beaucoup de questions aujourd'hui. On a jusqu'à 46 qu'on a reçu, 46 commentaires. Je pense que c'est une première. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, écrivez-nous sur WhatsApp. Nos numéros sont en commentaire. 70 15 33 33 ou alors le 96 35 33 33. Écrivez-nous sur WhatsApp. Appelez s'il le faut
pour avoir plus d'informations. Mais le vendredi, 15h30, pour avoir plus d'explications sur comment financer vos études en France, comment vous inscrire dans une école privée, comment éviter un refus de visa, les filières que vous avez choisies, ce que vous avez comme question, vous voulez qu'on en discute de vive voix en face, vendredi, 15h30, n'hésitez pas, soyez nombreux, on vous attend. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quelqu'un dit pour la colocation, il faut combien de mètres carrés pour 2 personnes? Bon, en réalité, on parle de pièces. En colocation, vous aurez votre chambre, l'autre aura sa chambre. Donc, il ne s'agit pas tant de mètres carrés, mais de type de loyer, de type de logement. Vous êtes 2 dans une colocation, c'est qu'il y a 2 chambres. Vous partagez le salon, vous partagez la cuisine, parfois même vous partagez les sanitaires, mais chacun a sa chambre. C'est la colocation idéale. Ce n'est pas que vous avez la même chambre, le même lit, ou bien la même chambre avec 2 lits. Non, 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 il faut éviter cela. Donc, merci encore une fois. Pour plus de questions, écrivez-nous, textez-nous. Assurez-vous que vous puissiez trouver satisfaction avant de nous laisser tranquilles. Nous sommes là pour vous répondre. Merci et à très bientôt.